Regardez bien cette scène. Bon, je pense que vous la connaissez sûrement, elle est issue du film The Shining, réalisé par Stanley Kubrick en 1980. Le film raconte l'histoire d'un écrivain qui devient le gardien d'un hôtel isolé pour l'hiver et sombre peu à peu dans la folie jusqu'à même menacer sa propre famille. Dans cette scène, le père de famille, Jack Torrance, casse avec une hache la porte de la salle de bain où est enfermée sa femme, Wendy Torrance. Les coups de hache s'enchaînent, la porte est à 2 doigts de céder, les cris s'intensifient, la pression est à son paroxysme. Si je vous demande l'élément qui vous fait le plus peur dans cette séquence, vous allez sûrement parler de la hache, de cette fameuse porte sur le point de céder, des cris, ou alors du regard terrifiant de l'antagoniste. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué que le personnage de Jack ne cligne jamais des yeux? Pour cette scène, Kubrick a demandé à l'acteur de ne pas le faire. L'actrice Shelley Duvall, qui joue le personnage de Wendy, a quant à elle reçu la consigne inverse. Le but ici, c'est de créer une asymétrie entre les deux personnages. Jack est un prédateur, Wendy est sa proie. Ce genre de détail que personnellement je trouve terrifiant, il y en a plein dans ce film. Par exemple, pour continuer sur le visage de Jack, on peut aussi parler du contraste entre son grand sourire et ses yeux remplis d'agressivité. Ce visage permet de créer une sensation de malaise en nous, et franchement, ça marche vraiment bien. Maintenant, regardez cette scène du film Les Dents de la Mer. Alors déjà, le film nous raconte l'histoire d'un petit village côtier qui est terrorisé par un requin géant qui attaque les baigneurs. Le shérif local est donc forcé à aller affronter la bête en pleine mer. Bon, cette fois-ci, c'est plutôt simple à deviner. C'est clairement le son. Quand ces quelques notes résonnent, on comprend direct ce qui va se passer. Pourtant, ici vous êtes passé à côté d'un détail important qui est utilisé pour vous faire peur. Le rythme rapide et stressant de la scène est entrecoupé de scènes plutôt calmes, où l'on voit un homme ivre rester dormir sur la plage. Quand on voit cette scène, on croit à première vue que c'est possible qu'il vienne la sauver et qu'il soit alerté par ses cris. Mais au final, Spielberg crée juste un sentiment d'impuissance en nous. L'action se passe loin dans une obscurité la plus totale. Au final, c'est juste évident que personne n'allait venir la sauver. Dans cette séquence, le montage alterné est donc utilisé comme un outil pour nous faire peur. Les deux films dont je viens tout juste de vous parler sont considérés comme des classiques du cinéma d'horreur. Il est très probable que vous les ayez déjà vus, mais si c'est pas le cas, je vous invite à le faire juste après cette vidéo. D'ailleurs, attendez, j'en ai encore 2 à vous présenter. Cette fois, la scène est issue du film Conjuring, les dossiers Warren, réalisé par James Wan en 2013. Hey, wanna play hide and clap? Le film suit un couple d'enquêteurs paranormaux, Ed et Lorraine Warren, qui vient en aide à une famille terrorisée par une présence démoniaque dans leur maison. Dans cette scène, ce qui vous saute aux yeux en premier, c'est sûrement l'obscurité omniprésente, l'allumette qui s'éteint pile au clap. Enfin bref, ça peut être tout un tas de choses. Mais ce qui joue beaucoup dans cette scène, c'est aussi le son. D'abord, évidemment, il y a la musique. Avant le sursaut, elle est quasi absente. En plus, le compositeur utilise des bandes son très basses et assez dissonantes qui souvent s'arrêtent net. L'objectif avec ça, c'est de rendre notre oreille plus attentive au moindre son. Une fois que c'est le cas, la musique s'arrête et l'impact intervient. Dans cette scène, c'est après le clap par exemple. Le but, c'est de marquer le choc. En plus, cette musique, elle n'a pas vraiment de rythme. Elle sert juste à nous mettre la pression. Ici, l'outil utilisé pour nous faire peur, c'est clairement le son. Pour finir, on va prendre une scène du film Get Out, réalisé par Jordan Peele. You're so scared. You think it was your fault? Now, sink into the floor. Wait. Sink.
Ce film nous raconte l'histoire de Chris, un jeune homme noir qui rend visite à la famille de sa petite amie blanche et découvre qu'il cache un terrible secret lié à ses origines. Ce que vous voyez d'abord, c'est un salon calme, une lumière douce. Rien d'effrayant au premier abord. Et puis, l'image se referme. La caméra zoome lentement sur le visage de Chris, le décor disparaît derrière lui, il ne reste que ses yeux. Plus le cadre se resserre, plus son corps semble immobile. Une larme commence même à couler sur son visage terrifié. Et quand la bascule arrive, il tombe dans le noir. Le silence s'installe, le son devient étouffé et l'espace autour de lui se désintègre. On ne sait plus où il est, ni même ce qui est réel. Comme lui, on flotte dans un vide total. Vous l'aurez compris, dans cette scène, c'est l'image qui devient un outil. Ces films sont considérés par le grand public comme des classiques du cinéma d'horreur. En moyenne, leur note Allociné ne descend pas en dessous de 4 sur 5, et les avis sont quasiment tous unanimes. Les gens sont unanimes sur le fait qu'ils font peur, qu'ils soient bien construits et qu'ils racontent quelque chose. J'ai donc choisi d'utiliser ces 4 classiques comme des références. Chaque fois qu'on découvrira un nouvel outil ou une idée censée définir ce qu'est un bon film d'horreur, on ira voir si ces classiques l'utilisent vraiment. Grâce à tout ça, vous serez capable à la fin de cette vidéo de répondre à la question: c'est quoi un bon film d'horreur ? Si on veut comprendre ce que c'est un bon film d'horreur, il faut d'abord se demander comment la peur se construit. Parce que ce sentiment, c'est le centre du cinéma d'horreur. C'est pour ça qu'on regarde un film d'horreur. Le but premier, c'est de se faire peur. Avant tout, essayons d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est concrètement la peur. C'est très simple. La définition de la peur dans le dictionnaire, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé. C'est aussi une réaction émotionnelle qui peut aller de la simple crainte à la terreur. Et aussi la crainte que quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produise. C'est très important de retenir cette définition car elle englobe notre sujet. Sans peur, il n'y a pas de film d'horreur. Et maintenant, on peut se poser une autre question. Quels sont les différents outils utilisés par les réalisateurs pour provoquer ce frisson de peur qui nous traverse tous? Alors, le terme outil est peut-être un peu flou pour certains. Quand je l'utilise, je parle en fait des petits détails cachés que j'ai évoqués dans l'intro de la vidéo. Vous savez, les techniques que les réalisateurs utilisent, mais qu'on ne remarque pas à première vue. Bon, on l'a déjà un peu évoqué avec Call Out dans l'intro, mais évidemment, l'image est un des outils les plus importants dans un film d'horreur. Pour vous le prouver, je vais vous parler d'un film qui y prête beaucoup attention. C'est The Descent, réalisé par Neil Marshall en 2005. Il parle de 6 amies qui se retrouvent pour une expédition de spéléologie. Elles entrent dans une grotte non cartographiée, le passage s'effondre et c'est désormais impossible de sortir. Elles finissent par comprendre qu'elles ne sont pas seules dans cet endroit. Quand je parle d'image, j'inclus plusieurs catégories. D'abord, il y a le cadrage. Ici et comme souvent dans les films d'horreur, le cadre est très serré. Grâce à ça, ton cerveau comprend instinctivement qu'il n'y a plus d'échappatoire à cette grotte. En plus, la caméra colle au visage des personnages. La roche est omniprésente sur les bords de l'image et l'horizon disparaît complètement. En tant que spectateur, on se retrouve privé d'air. C'est comme si on était enfermé dans le film. Dans un plan comme celui-ci, la peur ne vient pas de ce qu'on voit, elle vient de ce qu'on ne peut plus voir. En plus, comme ton champ de vision se réduit, ton attention se fixe sur le moindre détail. Ça peut être une fissure, une respiration ou même un bruit. L'angoisse s'empare de ton corps. Cette sensation d'enfermement qu'on ressent en tant que spectateur, elle continue avec la lumière. Tout comme le cadrage, la lumière est un élément super important dans un film d'horreur. Elle peut servir à mettre en avant certains éléments ou à accentuer le réalisme d'une scène. Dans The Descent, elle nous inclut dans le film. En fait, dans ce film, la lumière, elle n'est jamais neutre. Elle vient toujours des personnages eux-mêmes. Ça peut être de leur lampe frontale, de leur bâton fluorescent, ou même de leur lampe torche. Ce choix du réalisateur change tout, parce qu'à partir de ce moment-là, tu vois uniquement ce qu'elle voit. Tu es comme enfermé dans leur champ de vision. Et forcément, quand la lampe elle bouge, ton regard bouge avec. Quand elle s'éteint, tu ne vois plus rien. Cette dépendance à la lumière crée un rapport direct entre le spectateur et le danger. Bon, il y a une autre catégorie qui est tout aussi importante que les autres pour faire qu'une image marche, c'est les couleurs. Elles peuvent servir à créer une ambiance, je pense que c'est la première chose que vous vous dites quand je vous en parle, mais elles servent aussi à raconter quelque chose. Dans notre exemple, il y a 2 couleurs majoritaires, le vert et le rouge. À un moment dans le film, les héroïnes utilisent une caméra à vision nocturne. L'image devient verte et granuleuse. Ce vert, il sert en fait à te déstabiliser. Il efface les visages, aplatit les formes et supprime toute la chaleur humaine de l'image. Et donc cette teinte froide, elle crée une distance entre eux et toi parce que tu ne reconnais plus les corps. Le vert est souvent utilisé dans les films pour aborder des sujets comme la peur, la maladie, la perte de repères, ou alors des émotions liées à l'étrangeté et au malaise. Bon, ici le but c'est clairement de nous faire perdre nos repères dans cette immense grotte et de créer une sorte de malaise en nous.
A l'inverse, la couleur rouge agit différemment. Quand les personnages allument une fusée de détresse, la grotte entière se transforme. Les murs se teintent d'un rouge sang et créent une sorte d'agression visuelle. Face à cette couleur dense et vive, tu ressens de la violence et de la détresse. Ton cerveau l'interprète comme un danger. En fait, la couleur dans les films en général, et plus particulièrement dans les films d'horreur, traduit ce que ressentent les personnages et ce que tu dois ressentir avec eux. C'est un peu une forme de communication invisible entre le film et ton cerveau. Le réalisateur sait que ton cerveau aura peur à la vue de la couleur rouge. Il fait donc exprès de l'utiliser au moment où il en a besoin. Et c'est pareil pour absolument toutes les couleurs. Bon, on commence sérieusement à développer nos compétences en analyse de films d'horreur. Mais vous allez voir, dans quelques minutes, vous aurez encore plus d'outils pour vous aider à comprendre ce qui nous fait vraiment peur dans ces films. Dans l'image, on a encore une catégorie importante qui aide les réals à nous faire peur. Les mouvements de caméra. Au début de The Descent, la caméra bouge avec un rythme lent et organique. Elle s'avance derrière les personnages avec prudence et suit la lenteur de leurs gestes. Ce mouvement crée une tension invisible. Tu sens que quelque chose se prépare sans jamais savoir quand ça va arriver. Et plus on descend, plus ces mouvements de caméra deviennent instables. La fluidité du début disparaît et le cadre commence à trembler. C'est comme si la caméra paniquait. On perd les repères d'horizon, on ne sait plus si l'image monte, descend ou tourne. Et cette perte de stabilité déclenche une réaction immédiate chez nous, spectateurs du film. Ton regard s'accroche à la moindre chose stable et ton cerveau essaie de remettre de l'ordre là où il n'y en a plus. Tu es perdu, tu te sens oppressé, incapable d'anticiper quoi que ce soit. Et quand la caméra s'arrête enfin de bouger, c'est rarement un moment calme. Souvent, c'est un silence tendu avant que le cauchemar arrive. Ces mouvements de caméra ne font qu'accentuer la sensation de peur, que le décor va venir lui prolonger. Le décor, c'est d'ailleurs notre dernière catégorie dans le groupe images. Dans ce film, le principal décor est une grotte. Dans cette grotte, les parois sont humides, couvertes de boue et les couloirs s'enchaînent sans aucune logique. En plus, c'est un espace qui supprime la lumière et qui absorbe le son. Dans cette grotte, même quand rien ne se passe, tu as l'impression que quelque chose t'observe. Au fur et à mesure que les personnages progressent, la grotte devient de plus en plus hostile. Le plafond descend, les parois se resserrent. On se retrouve en fait dans un espace qui est presque vivant. En général, le décor est utilisé pour créer une ambiance. Ici, il est utilisé comme une sorte de personnage qui joue un rôle bien plus important qu'on ne le pense. Et c'est souvent le cas dans les films d'horreur. Bon, maintenant qu'on sait comment on nous fait peur en utilisant l'image, est-ce que vous pensez qu'on est déjà capable de dire ce qu'est un bon film d'horreur ? Même si on pourrait penser que oui, en vérité, on en est encore loin. Après l'image, j'aimerais maintenant vous parler de la mise en scène. La mise en scène, c'est tout ce que le réalisateur choisit pour organiser ce qu'on voit à l'écran. En gros, c'est l'art de transformer un scénario en une image vivante. C'est grâce à ça que le réal contrôle absolument tout. Que ce soit où tu regardes, ce que tu entends, le temps que tu attends avant le climax. Dans les films d'horreur, c'est donc très important. Si tu ne fais pas une bonne mise en scène, ton film ne sera jamais réussi, car il manquera sûrement de suspense ou de réalisme. Pour parler de mise en scène, quoi de mieux que le film Hérédité, réalisé par Ari Aster en 2018. Hérédité parle de l'histoire d'Annie, une mère de famille dont la vie bascule après la mort de sa propre mère. Peu à peu, des événements étranges atteignent sa maison et sa famille. C'est un peu comme si une force invisible les attaquait. La mise en scène, elle passe tout d'abord par la direction des acteurs. C'est même l'un des points les plus importants. Et justement, dans Hérédité, Ari Aster pousse ses comédiens à aller au-delà du simple jeu. Regardez cette scène. Yes! Thank you, Charlie. That was so good. Listen. What? No! Listen, when I did this earlier, this manifested on the page. I saw it. Draw it some more. What is it? It's Charlie. Did you finish, Charlie? Did you want to draw some more? You can keep blowing it. Ici, on voit l'actrice Toni Collette dans le rôle d'Annie, la mère de famille. Annie tente d'entrer en contact avec l'esprit de sa fille décédée. Ce qui rend ce moment aussi terrifiant, c'est que rien ne semble jouer. Elle ne fait pas semblant d'être possédée, elle donne l'impression de l'être réellement. En tant que spectateur, c'est personnellement l'une des choses qui me fait le plus peur. Parce que quand le jeu devient aussi crédible, t'as plus l'impression de regarder un film. D'ailleurs, anecdote un peu flippante, Alex Wolff, qui joue le fils, a confié avoir vécu une expérience très intense sur le tournage. Il est resté dans son personnage pendant plusieurs mois, même en dehors des tournages. Il était tellement à fond dans son rôle qu'il en a même oublié sa propre personnalité le temps de quelques mois. Bon, le jeu des acteurs, c'est très bien, mais il faut aussi penser à comment bien les placer dans le cadre. Un mauvais placement peut complètement casser l'attention, alors qu'un bon peut la multiplier.
Ari Aster l'utilise avec une précision chirurgicale. Prenons la scène où Peter est assis dans son lit. Annie est là depuis le début du plan, mais placée dans l'ombre tout en haut du cadre. Ce n'est qu'au moment où notre regard s'y attarde qu'on réalise sa présence. Ce simple positionnement transforme un plan calme en un moment d'horreur pure. Rien n'est laissé au hasard. Chaque distance et chaque orientation dans le cadre sert à renforcer le malaise et à manipuler notre regard sans qu'on s'en rende compte. Mais bon, une bonne mise en scène ne s'arrête pas à la direction des acteurs. Elle joue aussi avec la gestion du hors-champ. Le hors-champ, c'est tout ce qui n'est pas visible dans le champ de la caméra. Jouer avec, c'est faire exister des choses qui ne sont pas directement visibles à l'image. Souvent dans les films d'horreur, c'est utilisé pour créer de l'angoisse en faisant marcher notre imagination. C'est le cas par exemple au début de cette scène. On pense que la peur vient d'un grenier et qu'elle provient d'une chose terrifiante. Finalement, cette chose, elle est avec nous, dans la pièce. Ce bruit en hors-champ, en fait, il sert juste à détourner notre attention quelques secondes pour ensuite nous surprendre. Il faut l'avouer, ça marche plutôt bien. En fait, le but premier de la mise en scène, c'est de créer la peur avant même qu'elle apparaisse à l'écran. Tout passe par la façon dont les corps occupent l'espace, le rythme des scènes et ce qu'on te laisse imaginer. La distance entre les personnages, leurs déplacements, leur position racontent souvent plus que les dialogues. On a maintenant 2 éléments qui nous permettent de comprendre comment naît la peur dans un film d'horreur. Tiens, et si on les appliquait à la lettre ? Qu'est-ce que ça pourrait donner ? Des couleurs sombres, des acteurs convaincants, un cadrage serré, des placements parfaits. Sur le papier, tout y est. Mais voilà le résultat. The Nun, réalisé par Corinne Hardy. 2,2 étoiles sur Allociné, 2,3 sur Letterboxd. Un désastre critique. Mais alors, pourquoi ? Parce que le film respecte l'esthétique de l'horreur, mais il oublie une chose essentielle, la tension. Le film ne paraît donc pas maîtrisé. Et quoi de mieux pour maîtriser un film que le montage ? C'est un outil qui est souvent sous-estimé chez le grand public, alors que c'est l'un des plus importants. Au montage, c'est comme si on réécrivait une histoire. On peut varier le rythme, l'accélérer, le ralentir, ou même le stopper. Du coup, dans un film d'horreur, vous vous en doutez, c'est super utile. Dans ce genre, le montage sert avant tout à fabriquer la peur dans le temps. En fait, il construit la tension d'un film. C'est lui qui décide quand elle commence et quand elle se termine. Pour vous donner un exemple concret, je vais vous parler d'un classique du cinéma d'horreur, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui traverse le Texas pour visiter une vieille maison de famille. En chemin, ils découvrent une maison isolée. À l'intérieur, vit une famille de tueurs dirigée par Leatherface, un homme armé d'une tronçonneuse. Dans quelques instants, je vais vous montrer une scène. Je vous laisse la regarder tout en essayant de vous concentrer sur le montage. Vous l'aurez sûrement remarqué, le montage de cette séquence est plutôt lent. Au final, il se passe rien de vraiment gore dans cette scène. Ce qui te met mal à l'aise, c'est le rythme de chaque plan. En plus, moi je trouve que ces plans longs rajoutent une sorte d'immersion à la scène. J'ai l'impression d'être avec eux à table en fait. Le but recherché par le réalisateur ici, c'est de nous laisser aucun échappatoire. On a presque envie que la séquence s'arrête rapidement, mais ce moment n'arrive jamais. À la fin de la séquence, lorsque Sally, la femme attachée sur la chaise, commence à crier sans interruption, le rythme s'accélère. Les coupes deviennent de plus en plus courtes, de plus en plus désordonnées. On passe sans arrêt de son visage en sueur à ceux des membres de la famille. Tout s'enchaîne trop vite pour que ton cerveau puisse suivre. Ici, le montage prend tout son sens. Il te fait ressentir la violence. Le chaos visuel créé par ce montage reflète la panique de Sally. C'est un peu une forme de terreur sensorielle créée uniquement par le rythme des coupes. Il accélère ton rythme cardiaque, il t'étouffe et relâche la tension pour que tu puisses te calmer avant de recommencer à avoir peur. Concrètement, sans un bon montage, la peur ne se produit pas. Il nous manque désormais plus qu'un seul élément pour construire la peur. Cet outil, on pourrait l'appeler la cerise sur le gâteau, puisque c'est un fondement des films d'horreur. D'ailleurs, c'est peut-être celui dont vous attendez que je parle depuis le début, tellement il paraît obvious. Je fais bien évidemment référence au son, parce que dans un film d'horreur, le son a un pouvoir super important.
Il peut te prévenir d'un danger, te tromper ou juste te maintenir dans un état d'alerte permanent. Et pour bien comprendre comment il fonctionne, il faut déjà savoir qu'il existe plusieurs types de sons. On distingue généralement 3 grandes catégories. Il y a d'abord les dialogues, puis les bruits, et enfin la musique. Chaque catégorie a une fonction très précise. Les dialogues, c'est ce qui rend les personnages humains. Dans l'horreur, ils servent aussi à créer un contraste. Plus une conversation semble banale, plus la peur qui suit paraît violente. Les bruits, quant à eux, sont le cœur du son. Dans un film d'horreur, un simple craquement de bois, un souffle trop proche ou un pas dans le couloir peuvent suffire à faire monter la tension. Souvent, ce sont des sons qu'on ne remarque même pas consciemment, mais que notre cerveau interprète, lui, comme un danger. Et c'est justement pour ça qu'il fonctionne si bien. Bon, après, il y a la musique, probablement l'arme la plus redoutable. Elle peut guider tes émotions, parfois t'annoncer qu'un danger arrive, ou alors te trahir complètement en te laissant croire à un moment calme. Dans beaucoup de films, elle est utilisée comme un piège. Le but, c'est de te préparer à avoir peur, puis de tout couper d'un coup. Et ce silence, souvent, est encore plus angoissant que la musique. Cette fois-ci, l'exemple que j'ai choisi est plus que concret. Je vais vous parler du film A Quiet Place, réalisé par John Krasinski en 2018. Rien que dans le nom, le son est présent. Ce film, il est simple. Il raconte l'histoire d'une famille qui tente de survivre dans un monde envahi par des créatures dotées d'une ouïe surdéveloppée. Le moindre bruit peut les attirer et provoquer la mort. Les personnages doivent donc vivre dans un silence absolu. En plus, ils doivent apprendre à communiquer par signes et à anticiper chaque son. Ici, le silence est une question de vie ou de mort. Dans la scène que je vais vous montrer, Evelyn Abbott, la mère de famille, marche sur un clou dans l'escalier puis fait tomber un cadre qui se trouve un peu plus haut. Elle a fait du bruit et risque donc de se faire tuer par un monstre. La musique est très rapide et assez forte, jusqu'au moment où l'action se produit. À partir de ce moment-là, plus rien. La musique s'arrête et contribue à créer comme un arrêt du temps. Le suspense est à son comble. Que va-t-il lui arriver ? Ce jeu entre bruit, silence et reprise sonore fait partie intégrante de la mise en tension du film. On est presque pris dans le même piège que les personnages. Ce qui rend cette scène encore plus efficace, ce sont les bruitages utilisés. Chaque son est insupportable. Le bruit sec du clou qui transperce sa peau, ou même le bruit léger du cadre qui tombe au sol. Ces sons sont d'une simplicité totale, mais replacés dans ce contexte de silence absolu, ils prennent une dimension beaucoup plus flippante. Au final, on redoute le moindre son, et on finit par écouter le film comme si on jouait notre survie. C'est la force du son dans le cinéma d'horreur. Il agit sur ton corps sans passer par la logique ou la réflexion. Des études scientifiques publiées dans Scientific American montrent d'ailleurs que certaines fréquences et dissonances activent notre système cérébral. Ce système, c'est le même qui réagit face aux dangers réels. Donc en fait, notre cerveau se croit dans une vraie situation face à ce genre de scène. Voilà donc pourquoi le son est un pilier des films d'horreur. Si tu ne le gères pas bien, le spectateur ne s'y croit pas. Ça y est, notre boîte à outils est complète. On sait que si tous ces éléments sont présents, notre film fera peur. Et pour vérifier si tout ce que je viens de vous expliquer marche vraiment, on va vérifier sur l'un de nos 4 classiques du début. Je vous le rappelle, mais ces 4 films sont considérés par le grand public comme des très bons films d'horreur. Bon, pour vous épargner de longues analyses filmiques, j'ai choisi de vous parler seulement de The Shining. On va vérifier si le film utilise bien les outils que je vous ai présentés. Si c'est bien le cas, globalement, tous les bons films fonctionnent pareil. Donc ce sera le cas aussi pour les classiques dont je ne vous ai pas parlé. Dans Shining, Kubrick transforme l'hôtel Overlook en véritable piège visuel. La classique scène du tricycle où Danny parcourt les couloirs résume parfaitement sa méthode. Chaque plan est symétrique et renforce l'impression que l'hôtel est un labyrinthe sans sortie. La lumière uniforme et les couleurs à la fois douces et agressives font de l'hôtel un endroit vivant, qui est familier, mais menaçant en même temps. Pour filmer ces plans, Kubrick utilise un Steadicam, ce qui permet de rendre l'image fluide. Avec, il suit Danny comme le ferait un fantôme. En plus, le décor énorme et aux motifs très répétitifs enferme les personnages dans une boucle spatiale et mentale qui les pousse lentement vers la folie. Cette boucle, on est aussi enfermé dedans en tant que spectateur. Ensuite, la mise en scène de ce film repose sur une maîtrise parfaite du rythme, de l'espace et du jeu. Dans la scène culte de l'escalier, Kubrick place la caméra à distance. Il laisse Wendy reculer marche après marche face à Jack,
dont la présence envahit peu à peu le cadre. Le jeu des acteurs rend la scène encore plus violente. Shelley Duvall semble réellement terrorisé et Jack Nicholson incarne parfaitement la folie et paraît incontrôlable. Grâce à tous ces éléments, Kubrick réussit à nous angoisser bien comme il faut. Et vous l'aurez compris, pour le montage, c'est exactement pareil. Le montage de Shining joue sur la lenteur et la rupture. Kubrick allonge les plans pour laisser le malaise s'installer, puis coupe brusquement. Les ellipses nous désorientent. Les fondulants entre les scènes accentuent l'impression d'enfermement, comme si tout se répétait à l'infini. Chaque coupe devient un pas de plus vers la folie. Au niveau du son, le film crée la peur avant même qu'elle n'apparaisse à l'image. Kubrick mélange des bruits concrets et des musiques dissonantes pour provoquer une tension qui est constante. Dans le film, le silence n'est jamais total, puisqu'on entend toujours des souffles, des grincements ou même des échos lointains. Dans cette scène où Danny roule sur son tricycle, le passage régulier du bruit des roues du tapis au parquet devient un rythme hypnotique et stressant pour nous. Shining est donc bien un film qui construit la peur. Et je pense que maintenant vous êtes capable de le voir avec tout ce que je viens de vous montrer. En fait, Kubrick contrôle chaque détail de son film pour que le spectateur ressente le malaise sans jamais pouvoir savoir d'où il vient. Tout est pensé pour que la peur s'installe durablement dans notre tête. Dans Shining, l'horreur est dans les couloirs vides, dans les silences, dans ce sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. S'il avait construit son film en ne mettant que des simples screamers, on l'aurait oublié 2 heures après l'avoir vu. Là, le film reste longtemps en nous après le visionnage. Bon, on sait désormais qu'un film d'horreur doit obligatoirement utiliser ces outils s'il veut provoquer ce sentiment tant recherché dans ce genre. La peur. Maintenant, creusons un peu plus. Pour ça, on va imaginer un film qui utiliserait tous ces codes techniques. Il s'appellerait La Maison du Mal. L'histoire, ce serait juste celle d'un groupe d'adolescents qui passent la nuit dans une maison abandonnée. Il y a du sang, des cris, une musique stridente à chaque porte qui s'ouvre, la caméra qui tremble, bref, tout est là. Et pourtant, le film ne marche pas, parce que c'est bien beau d'utiliser la technique. Mais qu'en est-il du fond ? Si on nous parle d'un sujet qui ne nous touche pas ou qu'on ne connaît pas, on n'aura pas peur, c'est factuel. Pour faire un bon film d'horreur, il faudrait donc faire des films qui nous parlent à nous en tant qu'êtres humains. Voyons donc si c'est bien le cas et surtout comment on ferait. Le premier film de l'histoire du cinéma d'horreur a été réalisé par Georges Méliès en 1896 et il s'appelle Le Manoir du Diable. C'est l'histoire d'un voyageur qui entre dans un vieux château mystérieux. À peine arrivé, des chauves-souris apparaissent et se transforment en diable. Des fantômes bougent, des squelettes dansent, des objets se déplacent seuls. Le château est hanté par un diable. À la fin du film, ce même diable finit par être chassé par un prêtre qui brandit une croix vers lui. Déjà à cette époque, Méliès comprend nos peurs. Et ces peurs, il les utilise pour construire son récit. Le personnage du diable dans ce film représente une peur très liée à son époque. À la fin du 19e siècle, la religion est encore partout, et le diable représente le mal absolu. C'est aussi l'inconnu, tout ce qu'on ne peut pas expliquer. Plus largement, le film met en scène des phénomènes paranormaux. À l'époque, les gens croient encore beaucoup aux esprits et aux forces invisibles. Aujourd'hui, ça peut peut-être sembler un peu naïf pour la plupart d'entre vous, mais à l'époque, c'était une vraie angoisse collective. Puis au fil du temps, on commence à créer les monstres que vous connaissez tous aujourd'hui. Frankenstein par exemple. À cette époque, le monde change vite. L'électricité, les machines, la science, tout semble possible. Et c'est dans cette fascination collective que naît le fameux Frankenstein. Le docteur Henry Frankenstein est un scientifique qui vole des morceaux de cadavres pour construire un corps parfait. Il le recoue, branche des câbles, attend la foudre, et quand elle frappe, la créature ouvre enfin ses yeux. Ce moment-là, c'est la première fois dans le cinéma d'horreur qu'un film parle directement de nous, de notre envie de créer, de notre besoin de dépasser nos limites. Cette peur-là, c'est celle de libérer quelque chose qu'on ne pourrait plus jamais contrôler. La créature, jouée par Boris Karloff, n'est pas un monstre violent. Elle regarde le monde avec curiosité, presque avec douceur. En fait, elle ne comprend pas sa force. Elle fait peur tout simplement parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est. Quand on regarde Frankenstein aujourd'hui, on y voit clairement la peur du progrès. Quand le film sort à l'époque, on parle tout juste d'électricité, de greffe, ou encore de manipulation du vivant. Les journaux de 1930 annoncent les premiers essais pour ramener la vie. La science n'a jamais aussi vite évolué. Le film parle d'une humanité fascinée par ce qu'elle invente, mais terrifiée par ce que ça pourrait devenir.
Globalement, à cette époque, la plupart des films d'horreur marchent comme ça. On prend une peur que tout le monde a, on l'enferme dans le corps d'un monstre, et on en fait un film. Dans Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, où s'est inspiré du fameux mythe de Dracula pour traduire une peur universelle. Le film raconte l'histoire d'un agent immobilier qui découvre que son client, le comte Orlok, est un vampire qui apporte la peste dans sa ville. À travers le personnage du vampire, on parle clairement de la peur de la maladie et de la contamination. Le vampire, c'est l'étranger qui infecte les autres. Cette peur, elle est particulière, puisque vous allez le voir, elle va traverser les époques. Au fil du temps, les films évoluent. On ne parle plus forcément que de monstres. En fait, chaque époque invente ses propres peurs. Et c'est logique, le monde change, les angoisses aussi. Et le cinéma, lui, ne fait que suivre. En 1960, Alfred Hitchcock bouleverse tout avec Psychose. Dedans, il nous parle de Marion Crane, une jeune femme qui vole de l'argent à son patron et qui prend la route pour recommencer sa vie ailleurs. Une nuit, elle s'arrête dans un petit motel isolé. Ce motel, il est tenu par Norman Bates, un garçon poli, timide et un peu étrange qui vit seul avec sa mère. Tout paraît normal, jusqu'à cette fameuse scène qui est tout simplement un classique du cinéma. Une ombre surgit derrière le rideau, un couteau s'abat, et Marion disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Dans Psychose, il n'y a plus de monstre. Le danger, c'est l'humain. Norman Bates incarne cette peur nouvelle, celle de la folie cachée derrière un visage ordinaire. C'est la première fois qu'un film d'horreur nous montre que le monstre peut être n'importe qui. Ça peut être ton voisin, ton frère, le gérant d'un motel au bord de la route. Dans ce film, ce n'est plus la peur du monde extérieur qui est mise en scène, mais bien la peur de notre propre esprit. Cette peur, tout comme celle des maladies, va traverser les époques. C'est un peu le même thème qu'on retrouvera dans Le Silence des agneaux, réalisé par Jonathan Demme dans les années 90. Il parle de Clarice Starling, une jeune agente du FBI qui demande l'aide d'un tueur en série du nom de Hannibal Lecter pour arrêter un autre meurtrier du nom de Buffalo Bill. Tout comme dans Psychose, ici la peur vient de notre propre esprit, mais cette fois elle prend une autre forme. Ce n'est plus de la folie incontrôlée, mais de la perversité méthodique. Les tueurs en série observent et manipulent avec une précision presque scientifique, qui, disons-le, fait bien flipper. Même si ce film n'est pas considéré comme un film d'horreur, mais plutôt comme un thriller, je trouvais ça plutôt intéressant de faire le lien ici. Petit flashback et retour dans les années 70 cette fois-ci. À cette période, le monde est en crise. La guerre du Vietnam, la méfiance envers le pouvoir, la religion qui s'effondre, tout ça crée une grosse angoisse collective. Et forcément, le cinéma s'en mêle. Quand L'Exorciste sort en 1973, les gens sont sous le choc. Dans ce film, une petite fille devient violente et monstrueuse du jour au lendemain. Elle est possédée par une force invisible. Sa mère cherche de l'aide auprès de prêtres qui doutent eux-mêmes de leur foi. À travers ce film, on sent une peur très simple, celle de ne plus rien comprendre à ce qu'on vit. Le cinéma d'horreur devient plus qu'un simple divertissement. C'est un miroir de la société. Et ça va continuer dans les années 80. Aux États-Unis, c'est l'ère du rêve américain, de la consommation et des banlieues parfaites. Mais derrière cette image qui est plutôt rassurante, il y a une peur qui grandit. Cette peur, c'est celle du danger caché dans le quotidien. Au cinéma, c'est l'époque des slashers. Les slashers, vous savez, c'est les films où un tueur traque et assassine un groupe de personnages un par un. Dans ces films, le tueur, c'est souvent un voisin, un camarade, quelqu'un qu'on croit connaître en fait. Le film Vendredi 13 se passe dans un camp de vacances isolé, le camp Crystal Lake. Des jeunes viennent y passer l'été, mais un par un, ils se font tous tuer par un mystérieux assassin. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces meurtres sont tous liés à un drame passé. En fait, des années plus tôt, Jason, un enfant, s'est noyé alors que personne ne le surveillait. Le film joue sur une peur assez simple, celle que le mal apparaît dans les endroits les plus ordinaires, sans prévenir. Dans les années 80, le monde est aussi perturbé par une maladie qui va changer pas mal de choses dans notre société. Je parle ici de l'épidémie du sida. La mouche de David Cronenberg, sorti en 1986, raconte l'histoire de Seth Brundle, un scientifique qui se transforme peu à peu en insecte après une expérience ratée de téléportation. Sorti en pleine crise du sida, la mouche a souvent été interprétée comme une métaphore de cette épidémie. Le corps de Brundle se dégrade lentement. Il s'isole, son entourage ne comprend pas ce qu'il vit, et il finit par être rejeté. Cronenberg ne parle jamais directement du virus, mais il en capte l'essence. La peur de la contamination, la perte de contrôle sur son propre corps, et la honte sociale qui accompagne la maladie. Le film transforme cette métamorphose en image de la souffrance et de la peur d'une maladie qu'on ne peut pas contrôler. Et qu'en est-il des films d'horreur d'aujourd'hui ? Eh bien, elles ont profondément changé, mais leur rôle reste globalement le même. Le but, c'est toujours de parler de nos peurs à travers le cinéma. Le seul changement, c'est que les peurs d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier.
Dans un monde connecté, surveillé, saturé d'images et d'informations, nos angoisses ne viennent plus de l'inconnu. Elles viennent de notre quotidien lui-même. Et c'est justement ce que le cinéma d'horreur moderne met en scène. Un bon exemple de ça, c'est Smile de Parker Finn, sorti en 2022. Dans ce film, une psychiatre voit apparaître des sourires terrifiants partout autour d'elle après la mort d'un patient. Elle comprend qu'une force invisible la poursuit et veut la pousser à la folie. Derrière ce concept, Smile parle d'un sujet très actuel, qui est la santé mentale. L'horreur vient d'un traumatisme intérieur que le personnage tente d'ignorer. La malédiction est en fait une métaphore de la dépression, du stress et de la solitude dans une société où tout le monde doit paraître heureux. Ça, de Andy Muschietti, est un autre exemple marquant. Le film est tiré du roman culte de Stephen King, mais il fonctionne avant tout parce qu'il parle d'une peur actuelle. Ça raconte la peur de grandir, la honte, le deuil, la solitude et la violence du monde adulte. Le clown, Gripsou, n'est qu'une projection de ces angoisses, de tout ce que les enfants n'osent pas affronter. Le film nous touche parce qu'il joue sur la nostalgie et l'émotion, autant que sur la terreur. Bon, maintenant qu'on a vu à travers plein d'exemples que les films d'horreur parlent des peurs universelles, vérifions sur nos 4 classiques si c'est bien le cas. D'abord, The Shining. Le film parle d'un sujet très humain. À première vue, le film raconte simplement l'histoire d'un père de famille qui perd la tête dans un hôtel vide. Mais en réalité, il explore des peurs beaucoup plus profondes que ça. Celle de perdre le contrôle, celle d'être enfermé dans un espace clos, ou encore celle de voir sa famille se désintégrer. Sorti en 1980, à une époque où le modèle familial américain se fissure et où l'isolement devient une angoisse moderne, The Shining agit comme un miroir de la société. Donc oui, ce premier classique confirme bien l'idée qu'un bon film d'horreur doit parler des peurs de son époque. Maintenant, regardons pour Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer décrit parfaitement l'angoisse d'une Amérique marquée par la perte de confiance envers ses dirigeants et par une peur du chaos. Spielberg transforme un lieu familier, la plage, symbole de vacances et de liberté, en un espace de terreur. Dans le film, le danger vient de quelque chose d'invisible, caché sous la surface. Le requin est une métaphore du mal qu'on refuse de voir. À travers ce film, Spielberg montre une société qui choisit de nier le danger pour préserver ses apparences. Et Conjuring alors ? Le film parle principalement de la peur du spirituel dans un monde qui est plutôt rationnel. On voit une famille lambda, emménager dans une maison paumée en plein milieu de la campagne et faire face à des événements paranormaux inexplicables. Cette histoire nous parle, puisque clairement, on parle de gens normaux qui n'ont absolument rien demandé. Mais derrière les esprits et les possessions, Conjuring raconte surtout une peur très contemporaine, celle de voir son foyer, symbole de sécurité, devenir un lieu de menace. Dans une société où tout peut être expliqué scientifiquement, James Wan remet en question notre besoin de contrôle. Il montre que certaines choses échappent encore à la raison. Pour Get Out, c'est carrément différent. Ici, la peur n'est pas cachée. Elle est clairement visible dans le film. C'est évidemment celle du racisme et de l'appropriation. Jordan Peele utilise les codes du film d'horreur pour dénoncer une violence sociale invisible. Le héros, Chris, découvre peu à peu que la famille de sa compagne blanche veut littéralement s'emparer de son corps. Derrière cette idée absurde se cache une métaphore bien flippante, celle d'une société qui se dit ouverte, mais qui continue à exercer une forme de domination cachée. Tous ces films parlent donc effectivement des peurs universelles. Les peurs sont aussi profondément liées avec les époques où sont sortis les films. Pour faire un bon film d'horreur, il faut donc parler des peurs de notre époque. Bon, du coup, c'est quoi un bon film d'horreur ? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bon film d'horreur, c'est bien plus qu'une histoire de monstres, de cris ou de sang. C'est un film qui sait utiliser l'image, le son, le montage, la mise en scène pour nous faire ressentir la peur. Mais surtout, c'est un film qui parle de vraies peurs qui appartiennent à son époque. Quand un réalisateur arrive à combiner les deux, la forme et le fond, la technique et l'émotion, il crée un film qui reste longtemps dans nos têtes après le générique. Et c'est le cas par exemple avec les 4 films dont nous avons parlé tout le long de cette vidéo. Au fond, un bon film d'horreur, ce n'est pas juste celui qui nous fait sursauter, c'est celui qui nous fait ressentir nos vraies peurs. Et c'est sûrement pour ça qu'on continue d'en regarder, parce qu'au fond, se faire peur, c'est un peu une façon de mieux se comprendre soi-même.